Nos chers amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission Au fil du jour. Cet après-midi, nous nous intéresserons aux langues comme un mécanisme du savoir et de l'apprentissage. À quel moment peut-on apprendre les langues à nos enfants et à quel point justement les langues ont un impact sur notre esprit? À ces questions et bien d'autres répondra notre invitée, Madame Amira Ben Issa. Elle est professeure en langue française. À ses côtés, justement, une deuxième invitée, Madame Sabrina Bourras. Elle est responsable marketing du magazine littéraire, donc un magazine plutôt, la revue Romaïda, qui est destinée aux enfants. En deuxième partie de cette émission, nous aurons avec nous sur le plateau Fateh Boumehdi pour sa chronique littéraire. Il recevra cet après-midi Madame Alima Abdet, poétesse. Et sans plus tarder, nous recevons nos premières invitées. Bonjour. Bonjour, ravie de l'invitation et ravie d'être Bienvenue à vous. Merci. Merci pour cette invitation. C'est moi. Alors, on commence par vous, Amira. Oui. On a vu ces dernières années donc l'émergence de l'apprentissage des langues, notamment les langues étrangères. Quel est l'impact des langues sur notre apprentissage, sur le savoir? Alors, l'impact de la langue sur notre apprentissage est très important. Il faut savoir que c'est un outil d'apprentissage assez important. Ils ont tendance à le familiariser à tout ce qui est scolaire, mais il va falloir plus s'évader pour trouver ses repères. Donc, je trouve, voilà. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-il si important d'apprendre une langue étrangère, Amira, selon vous? Il y a plusieurs impacts. Il y a l'impact culturel, il y a l'impact intellectuel, il y a l'impact professionnel. Apprendre une langue, c'est vraiment, pour moi, en fait, je le caractérise comme un investissement. C'est vraiment un atout. Donc, il faut y aller, il faut vraiment apprendre les langues. Chaque langue a sa propre place, donc chaque langue est importante. Bien sûr, déjà, apprendre une langue, moi, je trouve que les personnes qui apprennent les langues ont une ouverture un peu d'esprit, sont ouverts à d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres, je ne sais pas, carrément un autre mode de vie, Amira. Carrément, oui. Vous allez les trouver plus ouverts, plus épanouis professionnellement, plus sûrs d'eux surtout, parce que c'est un bagage, hein, il ne faut pas négliger. Donc, voilà. C'est ça. On a vu aujourd'hui, on a vu les jeunes d'aujourd'hui, notamment les étudiants, les lycéens, apprennent d'autres langues. Ils disent, bon, même s'ils poursuivent leurs études supérieures, mais une langue étrangère est toujours un plus pour leur avenir professionnel. Ça peut leur ouvrir d'autres portes. D'autres portes, surtout le côté professionnel. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit. En fait, maintenant, il n'y a pas un métier qu'on exerce sans que pour autant être en moi bilingue, trilingue. Donc, par exemple, quand on envoie des emails ou en plein réunion, ou peut-être même quand on est contraint de partir à l'étranger pour des missions. Donc, comme je vous l'ai dit, apprendre une langue, ça peut vraiment aider. Avant, on n'était pas très chaud à apprendre une nouvelle langue. On n'était pas motivés, disons. On apprend déjà le français dès notre jeune âge, l'anglais comme une deuxième langue étrangère. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus peur. Ils sautent le pas, ils s'inscrivent au niveau des écoles. Elles sont carrément sur Internet. Et puis, il y a des sites, il y a plusieurs sites qui offrent justement cette opportunité d'apprendre d'autres langues étrangères. On ose le chinois, on ose le japonais, on ose le turc aussi pour essayer de voir les feuilletons et comprendre un petit peu. Même ça s'est élargi. Maintenant, il y a des écoles en ligne, on donne des cours en ligne. Donc tout ça aide l'enfant. Internet, c'est carrément un nouveau, c'est une valeur ajoutée. Voilà, exactement. C'est tout à fait. Et qu'en est-il aujourd'hui? Vous êtes professeur en langue française au cycle primaire. Amira, aujourd'hui, est-ce que nos enfants, c'est-à-dire les plus jeunes, donc au cycle primaire, sont ouverts justement aux langues? Alors, ils sont ouverts aux langues, mais
ils apprennent, mais ils lisent de moins en moins. C'est ça. On parlait de lecture justement. Oui, on a constaté ceci. Et puis aussi, tout dépend des parents et de l'éducation des parents. Tout à fait. Il y a des parents qui sont derrière, qui les poussent à lire, à apprendre des langues. Il y a des parents, pour eux, la langue, c'est juste une matière de plus sur le bulletin. Donc, pas la peine de s'élargir là-dessus. Apprends juste ce qui est nécessaire d'apprendre pour avoir ton année. Mais moi, je leur dis tout le contraire, en fait. Plus on s'élargit dans une langue, mieux c'est. Bien sûr. Donc, changez votre vision. C'est vrai, tout vient des parents, je confirme. Quand il y a des parents qui nous poussent à aller justement vers l'apprentissage d'autres langues, apprendre, faire du sport, tout vient des parents, c'est vrai. C'est vrai, Sabrina, vous êtes bien d'accord. Donc, je rappelle, Sabrina Bourras, vous êtes responsable marketing du magazine Romaïda. Voilà. Ben, justement, nous, on œuvre beaucoup dans l'apprentissage et dans, on va dire, la valorisation de la lecture chez les enfants, justement, parce que on voit que ça joue en fait un rôle important, essentiel dans l'apprentissage des enfants. Et donc, on a la revue Romaïda, qui est en arabe. Bon, c'est un arabe classique, et qui a quand même la phonétique et tout, comme ça, c'est facile pour eux à lire. C'est ça. Et c'est pour une tranche d'âge à partir de 6 ans. Donc, vraiment, on essaye de valoriser, on va dire, le livre chez l'enfant et de le sensibiliser justement à aller vers le livre, à se divertir par le livre et non pas par d'autres moyens, par exemple comme des téléphones ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais d'aller vers les technologies, mais dans un premier lieu, c'est aussi important de voir que le livre n'est pas seulement fait pour la scolarité. Ça peut aussi être un moyen de divertissement très sympathique, très ludique aussi. Et comme c'est un magazine, donc on propose plusieurs types de contenus, donc de la bande dessinée, des histoires, des jeux aussi. Et le principe, c'est vraiment de laisser le lecteur, enfin le petit lecteur, passer d'une page à l'autre et de découvrir quelque chose de nouveau, de voir peut-être quelque chose qui parle de notre propre culture, parce que c'est un magazine 100% algérien. On prend beaucoup d'honneur à faire ça avec des écrivains et des auteurs qui sont 100% algériens, qui habitent aussi en Algérie. Donc le principe aussi, c'est vraiment de créer un écosystème, on va dire, où on valorise l'art algérien et la culture algérienne aussi. Justement, vous proposez des jeux, pas seulement de la lecture, des jeux... des jeux, par exemple, des mots croisés, des labyrinthes. Ça peut être vraiment... Pour les tout petits, voilà, pour les inciter à aimer le livre. Exactement, en fait. À réflire avec aussi, à voir le livre d'une nouvelle manière. Parce que la majorité du temps, quand on dit... je vais lire, ou là, on ne s'imagine pas en train de lire un livre juste pour le plaisir. C'est ça. C'est tout le temps, c'est pour les études. Surtout pour une génération connectée comme celle d'aujourd'hui. C'est très difficile qu'ils tiennent un livre et qu'ils restent pendant un moment à le lire. C'est pas évident. Mais ça va, alhamdoulilah, on a on a une bonne audience. Genre, les amis de Romaïda, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont très nombreux. Et ils sont toujours là à attendre le prochain numéro. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et c'est quelque chose, je trouve, de très positif. Surtout par rapport aux parents aussi qui incitent leurs enfants à faire de la lecture. Parce que c'est important de savoir qu'un enfant à cet âge, on peut l'initier à la lecture, on peut l'initier à prendre un livre juste pour le plaisir. Et ça s'apprend de l'environnement. Bien sûr, bien sûr. Vous faites, c'est un tout en fait, ce magazine. Exactement. Il a plusieurs objectifs. Je dirais, ils sont en train de faire la promotion ici de notre langue maternelle, puisque le magazine est en langue arabe. Vous avez, je pense, édité une fois depuis sa sortie en 2018, une seule fois en langue française. Oui, on a fait un numéro en langue française. Ensuite, on s'est beaucoup plus concentré sur la langue arabe parce que dans un premier temps, déjà pour initier l'enfant à la lecture, c'est mieux de lui donner quelque chose qui est assez familier. Bien sûr. Et non pas quelque chose qui va lire par exemple dans une deuxième langue ou quoi que ce soit. Et dans un deuxième lieu aussi, on a vu que la majorité des gens, enfin des parents et tout, même ceux qui sont francophones, cherchent les livres arabophones. Bien sûr. Parce que en quelque sorte, il y a un manque sur ce qu'ils peuvent trouver comme livre, etc. C'est vrai. Soit ils trouvent des traductions, mais il n'y a pas quelque chose d'original qui est en arabe.
et qui est algérien aussi pour les enfants. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'apporter quelque chose qui manque dans le marché, on va dire. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, ce genre de magazine, Amira, il en manque sur le marché. Sur le marché, oui, il en manque carrément. Sur le marché, on trouve très rarement des magazines ou carrément des petits livres qui incitent justement nos enfants à lire. Il les incite d'une façon amusante. Bien sûr, ça comme ça, à faire aimer la lecture d'une façon très intelligente. Par tout ce qui est jeu, tout ce qui est couleur, tout ce qui est... Donc vraiment, c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que les couleurs sont magnifiquement choisies. Je pense que vous avez des collaborations avec des artistes. Oui, bien sûr, on travaille énormément avec les artistes. Avec chaque numéro, c'est au moins une dizaine d'artistes qui travaillent dessus. C'est des artistes de renommée. On a avec nous la directrice artistique qui est Hanel Belmediouni, cofondatrice aussi du magazine, que je salue beaucoup d'ailleurs, Najat aujourd'hui, bien sûr, l'éditrice en chef du magazine. Mais voilà, Hanel Belmediouni, à la base, c'est une BDiste. D'accord. Donc voilà, elle maîtrise vraiment tout ce qu'elle fait. On a aussi des BDistes comme Togi ou bien Khawla qui a l'album aussi avec nous. Elle ne fait pas seulement le magazine, mais elle a aussi fait sortir son album bande dessinée avec nous. D'accord. Par exemple, Khawla, enfin Kouza Houria, elle était avec nous depuis le numéro 0. Donc vraiment, c'est depuis le début de Romaïda jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on voit des enfants qui viennent chez nous, qui nous disent « Je lis le magazine depuis 3-4 ans, je suis tel personnage et tel personnage, etc. » Comme Marwa, Rami, Rima aussi. Genre. Des fois, c'est vraiment... Ça réveille l'imagination aussi chez l'enfant. Voilà, exactement. On essaye vraiment de leur donner quelque chose qui soit à leur image aussi. Parce que c'est très, très important, surtout étant enfant et même étant adulte, de lire quelque chose qui est à l'image de soi, de trouver quelque chose qui nous parle, quelque chose qui est dans notre environnement. Qui peut nous identifier carrément. Exactement, où on s'identifie. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de culture algérienne, vraiment ça part dans les détails. Par exemple, on a Super Mané, qui est une justicière, mais c'est une grand-mère, elle était d'arbe avec son hayek. D'accord. Et elle a aussi en quelque sorte, elle a son petit-fils avec qui elle partage ses aventures. Elle lui raconte en quelque sorte ses aventures. On est reparti vers la tradition des grand-mères qui racontent les histoires aux enfants, mais de manière beaucoup plus moderne et toujours dans le même décor. Et c'est accessible, votre magazine est accessible sur les réseaux? Sur les réseaux, sur Internet. Sur Internet, ils peuvent faire de la commande. Ce n'est pas encore disponible à la lecture, donc on n'a pas de version digitale. C'est vraiment que une version papier. D'accord. Justement, pour les inciter à lire. Mais aussi, c'est disponible si les gens veulent commander ou quoi que ce soit sur les réseaux. Ensuite, des fois, par exemple, on fait aussi des sorties à travers les wilayas, à travers des ateliers artistiques, etc., où vraiment on essaye d'offrir tout un esprit de Romaïda, parce que c'est pas que de la lecture, mais vraiment à inciter les enfants à faire de l'art, inciter aussi les parents à rester avec leurs enfants, à faire par exemple de la peinture, de la poterie, vraiment un moment de détente. Un partage, partage aussi. Et de partage, exactement. Vous êtes présent dans plusieurs salons, plusieurs foires. Justement, vous organisez des ateliers, si bien donc ateliers qui un peu regroupent tous les enfants, mais pas que, aussi leurs parents. Leurs parents, les enfants, on fait des ateliers artistiques. On fait aussi, par exemple, durant le SILA, on a fait une compétition pour les jeunes écrivains. Donc, pour les enfants et pour les adolescents, en quelque sorte pour les inciter justement à imaginer, à faire quelque chose et tout, à écrire une histoire par eux-mêmes. Et aussi on a fait des ateliers, par exemple durant le festival de la bande dessinée, on avait fait des ateliers pour enfants et pour adultes sur tout ce qui est écriture de scénario, sur la création de la bande dessinée. On essaie vraiment de sensibiliser vers les métiers de la bande dessinée et les métiers de l'écriture créative, en quelque sorte. Donc, justement, c'est ce genre d'atelier, justement, essaye de recoller un peu, de rassembler parents et enfants, même si aujourd'hui, avec tout ce qui est émergence des nouvelles technologies, ça les a un peu éloignés. Les langues aussi évitent l'isolement chez l'enfant. Amira, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut savoir que la langue... On s'intéresse cet après-midi donc aux
langue étrangère et leur impact justement sur l'apprentissage, notamment chez l'enfant. On était donc avec vous, Amira, on s'est arrêté justement sur l'isolement. Donc la langue évite l'isolement, notamment chez l'enfant. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, mes élèves, je les incite à faire la lecture. Vous savez, lorsqu'un élève ou un enfant lit, il développe son imagination. Lorsqu'on développe son imagination, on voyage. Alors, tout en restant sur place. Ce qui fait que, vous savez, il y a toute une structure qui se développe, il y a un monde qui s'ouvre, ce qui fait que c'est impossible de penser à l'isolement si on est bon lecteur et si on maîtrise la langue. Bien sûr, voilà, bien sûr. Et justement, pour inciter ces enfants à la lecture, donc le magazine contient alors des histoires, plein de couleurs, de la bande dessinée, des jeux aussi aux enfants. Donc ce choix, je pense, n'était pas fortuit. Je pense qu'il y a eu tout un travail avant de lancer ce magazine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, beaucoup de travail. Et ensuite, enfin, si vous le feuilletez, vous allez voir qu'il y a énormément de bandes dessinées. Ça ne s'est pas fait par hasard parce que la bande dessinée, justement, est un moyen très efficace d'initier l'enfant à la lecture. En même temps, ce n'est pas très lourd pour lui, ça ne va pas le décourager. Parce que c'est facile à lire, il y a une représentation des scènes et tout, donc il arrive à suivre facilement. Et petit à petit, ça l'initie aussi à la lecture. Donc on voit par exemple les plus jeunes de nos lecteurs qui sont plus intéressés par la bande dessinée. Mais au fil du temps et au fil des années, à force, ils nous disent « Ah, je reviens vers je reviens vers le magazine pour lire par exemple les petits contes, etc. Ensuite, le fait aussi de faciliter la langue, de l'écrire de manière simple avec la phonétique et tout, ça motive en quelque sorte l'enfant à lire le livre parce qu'il voit que c'est facile comme lecture. Bien sûr. Donc, et ça, c'est important de leur donner en fait le moyen ou bien l'espace justement de faciliter la lecture, en quelque sorte, d'avoir de manière facile l'histoire avec pour qu'ils puissent en quelque sorte l'imaginer, pour qu'ils puissent la visualiser. Justement, ça incite l'imagination chez l'enfant, ça incite un peu sa curiosité, la curiosité chez l'enfant. On sait très bien que les enfants sont très curieux, ils veulent tout savoir au moindre détail. Donc ce genre de magazine, justement, incite les enfants à être plus curieux davantage. D'apprendre davantage, d'être plus curieux et d'aller peut-être dans le fond des choses. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est par exemple, on a aussi une petite rubrique de sciences où on leur explique par exemple un concept scientifique à travers un astronaute, donc Raed. Et c'est fait par une bande dessinée, mais bon, on initie en quelque sorte l'information dans l'esprit de l'enfant. Et par la suite, il y a par exemple des personnes qui cherchent, etc. et tout. On a aussi des fois des enfants qui nous envoient leurs dessins, qui nous envoient des petites histoires qu'ils ont écrites. On voit que ça les incite vraiment à imaginer, à aller de l'avant, à être plus curieux par rapport à notre culture ou autre. Donc, de manière générale, c'est vraiment quelque chose qui va en quelque sorte les inciter à aller de l'avant, à imaginer, à être plus curieux dans la vie en général. Bien sûr, justement, la lecture incite les enfants, comme on l'a dit avec Sabrina, l'imagination chez l'enfant. Ça le pousse à découvrir d'autres horizons, ça lui ouvre d'autres opportunités, n'est-ce pas, Amira? Oui, ça lui ouvre beaucoup d'autres opportunités. Rien que si on reste dans le cadre scolaire, par exemple, sa production écrite est plus développée. Oui, on en a parlé tout à l'heure, oui. Sa dictée est meilleure aussi. Donc, franchement, la lecture ouvre beaucoup d'angles positifs, ce qui fait qu'il faut vraiment penser à lire, pousser l'enfant à lire, lui apprendre les mécanismes nécessaires pour la lecture, pour lui faciliter la lecture. Donc, comme on a parlé, les BD, c'est très intéressant. Il est en train dessus des petits personnages, mais il y a des bulles où on va lire. Donc, voilà. Justement, ça construit aussi sa personnalité, Amira. Oui, et ça le forge. Vous savez, il est plus sûr de lui. Par exemple, même quand il va passer plus tard des entretiens où il a un bagage. C'est ça. Voilà. Il est plus sûr de lui, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à travers justement l'apprentissage des langues étrangères, mais aussi à travers la lecture, à travers ce magazine qui est dédié aux enfants, Romaïda. En tout cas, c'est une initiative à encourager.
Ce genre de magazine, on en manque sur le marché, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres, c'est-à-dire, est-ce que vous allez aller vers d'autres langues, Romaïda, en d'autres langues étrangères? On espère, oui. Bon, pour l'instant, on essaye justement de répondre au marché, donc dans la langue arabe et tout, mais on espère qu'on pourra quand même faire une extension, que ce soit vers d'autres langues, pour aussi avec des adolescents, etc. Parce que pour l'instant, notre cible, c'est les enfants, dans un premier lieu. Mais peut-être que pour les adolescents, pour les adultes, etc., ça serait plus intéressant d'avoir en plusieurs langues, d'avoir peut-être de l'anglais même, puisque cette génération lit beaucoup en anglais. Donc pourquoi pas, oui, c'est dans notre perspective en tout cas. Voilà. Un de vos projets en tout cas. Exactement. Très bien. Justement, on revient un peu à la langue maternelle, Amira. On a parlé un peu des langues étrangères, de la langue française, mais notre langue maternelle est très importante, la langue arabe. Justement, elle essaye un peu c'est notre langue, on parle l'arabe à la maison, avec nos parents, avec nos enfants. Et quelle est justement l'importance de cette langue maternelle, qu'elle soit arabe ou berbère aussi, hein? Oui, alors son importance est tout aussi importante que ce qu'on vient de parler. On avait parlé auparavant. Il faut savoir que notre langue maternelle, vous voulez parler de Derja, c'est cela? Elle est très riche aussi parce qu'elle comporte beaucoup de mots qu'on nous a laissés en héritage. Donc, en espagnol, des fois. Voilà, et ce sont des mots transparents. Donc, c'est quoi un mot transparent? C'est un mot qu'on peut utiliser dans plusieurs langues, mais qui a la même signification. Comme par exemple, quand on parle de sandwich ou hôtel, on peut l'utiliser tout en anglais, comme en français, comme en derja. Donc, ça peut vraiment aider, franchement. Et puis, c'est tout aussi important. C'est un moyen de communication. Ça reste notre moyen de communication à l'instant. C'est vrai. Justement, c'est un moyen de communication. C'est cette langue qu'on utilise, qu'elle soit, on l'a dit, langue maternelle, le dialecte tana, aussi le berbère, parce que c'est très riche. L'Algérie, donc elle est très riche. On a plusieurs accents, plusieurs langues. C'est vrai, on a au sud, par exemple, on a le Tirgui. Donc, c'est très, très, très diversifié. Oui, c'est très, très diversifié. Et puis, c'est ce qui fait la beauté de notre patrimoine. Je dirais, il y a vraiment un patrimoine riche. Même en langage, on est vraiment riche de cela. C'est vrai, malgré la diversité, entre nous, les Algériens, on s'entend, c'est un moyen de nous unir, justement. Bien sûr, c'est évident, il faut pas, c'est évident. Très bien, justement. Et on revient justement au magazine Romaïda, qui est en langue arabe, donc on parlait de... Il y a certains... Moi, j'en ai vu, je pense, une fois, au niveau du Sila, il y avait un petit livret, même pas un livre, qui compte quelques pages, qui est en dialecte, donc بالدارجة. Notre choix de langue arabe classique, je vais dire, ça reste quand même de l'arabe très facile, même s'il est classique, mais c'était beaucoup plus un choix pour aider justement les enfants à mieux pratiquer la langue, de maîtriser vraiment la langue arabe. Mais aussi, c'est justement par la diversité des dialectes, il est très difficile de choisir un dialecte et de le proposer aux enfants. Parce que si on propose un dialecte qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne résonnent pas, ça risque de ne pas le laisser s'identifier ou bien d'apprécier vraiment l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas de mots, mais c'est beaucoup plus de l'arabe. Et des fois, par exemple, quand il y a vraiment un mot à utiliser, on peut par exemple faire une petite insertion d'un mot ou deux dans une histoire. Des fois, c'est arrivé, mais le plus souvent, on essaye vraiment d'être sur un arabe classique qui peut être lu facilement, qui peut être aussi lu par exemple par des gens qui ne sont pas forcément algériens, parce qu'on a aussi des gens de l'étranger qui aiment lire ce genre de choses. Et justement, quand on voit ce qu'on reçoit comme magazines par exemple, qui ne sont pas édités ici en Algérie ou quoi que ce soit, en général c'est en dialecte. Ça se fait. Mais nous, on a décidé de partir vers la langue arabe beaucoup plus pour créer un système un peu plus facile
un peu plus pédagogique, on va dire, et qui sera facile, peu importe la personne où elle est, qu'elle soit au nord ou au sud, à l'est ou à l'ouest. Ils pourront lire l'histoire, s'identifier, aimer le personnage, peu importe comment il lit. Ensuite, par exemple, aussi, on essaye par exemple que nos personnages ne sont pas exactement dans un endroit ou quoi que ce soit. Par exemple, on lit Super Mané, c'est dans une ville en Algérie. Quelle ville, où, comment on essaie vraiment de ne pas identifier exactement. Pour laisser l'imagination. Voilà, pour laisser l'imagination. Belek, un enfant va te dire Super Mané, elle est dans ma ville, une autre personne va te dire non, elle est dans. Ils vont s'identifier à travers cette exactement. histoire. Parce que l'objectif, c'est pas vraiment d'identifier un dialecte ou un endroit ou une langue, mais vraiment d'identifier l'histoire et de se voir dans ce personnage par rapport à ses valeurs beaucoup plus. Justement. Voilà. Et justement, le choix de ces textes, est-ce que c'est fait par des enseignants, des professeurs? Des enseignants, non, c'est beaucoup plus des écrivains, mais on a dans notre... donc on a deux systèmes en quelque sorte, si je peux m'étaler un peu sur ça. Donc Bien sûr, on a un comité pédagogique de deux profs donc, qui revoit tous les textes qu'on reçoit et qui sélectionne où sont les textes qui sont adéquats, non adéquats, etc. Peut-être un texte qui peut être revisité, donc on renvoie vers l'écrivain, lui dit on peut changer ça et ça et ça, peut-être juste un détail si l'histoire elle est intéressante. Donc ça passe d'abord par un comité. Pour l'idée de l'histoire, on va dire. D'accord. Même chose pour les bandes dessinées, etc. Voilà, exactement, pour l'approbation. Et par la suite, on a des correcteurs, des éditeurs qui vont revoir le texte mot par mot, phrase par phrase. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est beaucoup plus par rapport à la linguistique. Voilà. Le langage, correction, la grammaire, en fait. correction, tout ce qui est aussi la phonétique en arabe, parce qu'on insiste à faire genre tashkil de manière très... Oui. Enfin, pour chaque C'est vrai que lettre, certains enfants n'arrivent pas à lire sans justement surtout بالعربية, c'est pas évident. Exactement. Donc ça aussi. Donc on passe en quelque sorte par deux étapes. Une première étape d'approbation, donc par rapport au contenu lui-même et tout. Et une deuxième étape de tout ce qui est correction, grammaire, le choix des mots. Bien faire les choses en fait. S'il y a un mot en répétition, bien peut-être on peut aller vers des synonymes, etc. Donc bien sûr. Ça se fait par des experts de la langue arabe, des docteurs en langue, etc. Et tout ce qui est l'approbation pédagogique se fait par un comité pédagogique et tout qui décide de... Et l'idée de Romaïda est venue de... L'idée de Romaïda, c'était deux fondatrices qui avaient décidé de créer justement, de créer en quelque sorte un magazine dans ce sens, parce qu'elles étaient déjà dans l'industrie du livre, et dans l'industrie de la bande dessinée. Et donc l'objectif était en même temps de créer un produit qui soit accessible dans le marché, mais aussi quelque chose qui soit ludique et divertissant en même temps. Donc voilà, c'est venu de ça. Ça devait avoir plein de noms, mais c'est parti sur Romaïda, parce que Romaïda est un jeu très simple, facile, qui n'est pas coûteux, qui ne coûte rien en fin de compte, mais c'est un jeu qu'on fait en équipe. Donc il faut être ensemble. Et c'est vraiment dans cette optique qu'on essaye toujours d'avoir quelque chose qui est très accessible dans le marché. Donc par rapport au prix des livres, etc. Le magazine fait 250 dinars. Et aussi, on essaye vraiment de laisser l'enfant partager un moment, que ce soit avec ses parents ou avec ses amis. Beaucoup d'enfants nous disent, je lis le magazine avec mes collègues de classe, avec mes frères et sœurs, etc. Et aussi de partager avec nous. C'est pour ça qu'on appelle notre audience les amis de Romaïda. Grands ou petits, c'est nos amis. C'est vrai. Parce qu'on veut vraiment avoir cet esprit d'équipe. Vous avez d'équipe. votre communauté en fait. Exactement. On veut vraiment avoir cet esprit d'équipe qui va au-delà avoir une communauté qui va au-delà de juste je lis un livre et je le mets de côté, mais vraiment une appartenance. Créer un lien. Voilà, exactement. Très bien. Justement, vous êtes enseignante, donc vous êtes professeure de français. Comment vous incitez un peu vos élèves à la lecture? Surtout qu'on est à la veille du début des vacances scolaires d'hiver. Alors, la méthode la plus efficace, je dirais que c'est les bons points. Et puis, arriver à 10 bons points, c'est un cadeau, n'est-ce pas? Donc, ensuite suit le cadeau. Ensuite, un plus grand cadeau. Et je vous jure que ça marche. Mais de toute façon, pour mes élèves, ça marche. Après, ils sont jeunes aussi. On peut
Oui, c'est les premiers AP, les deuxièmes AP, mais tout de même, même les grands, ils croient, ils veulent leur cadeau. Donc la lecture, ça passe. Justement, aujourd'hui, on a beaucoup de créateurs de contenu et des créatrices de contenu, justement, sur les réseaux sociaux. On en voit. Et il y a beaucoup qui est justement, même c'est des professeurs, des enseignants, qui incitent un peu à l'apprentissage des langues. J'en contribue. D'ailleurs, j'ai une page professionnelle où je publie des vidéos quand je suis en classe ou des trains avec mes élèves. Donc, ils sont tout le temps là, attendent le suivant. Même parfois, quand je donne des cours, même pour d'autres, comment dirais-je, d'autres niveaux, je leur publie aussi ce qu'il faut. Je fais des sujets adaptés. Donc, à vrai dire que les réseaux sociaux aident beaucoup. Aident beaucoup, vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup de professeurs qui créent leur contenu sur différents supports. Oui, et puis on a les parents qui commencent à nous suivre, et puis il y a les élèves qui arrivent. C'est ça. Et ça incite un peu, ça encourage en fait. Et à travers vos vidéos justement que vous êtes en train de filmer au niveau des classes, au niveau de votre classe, donc ça implique un peu l'enfant. Ça implique parce que l'enfant, il veut tout le temps être prêt, il veut tout le temps être à jour, et il se corrige, il veut se prouver qu'il est le meilleur, et puis il y a une sorte de concurrence qui se crée, et tout ça pour que maman le voit sur ma page et sera contente. C'est ça. Donc en fait, c'est un boost. Moi, j'ai trouvé une petite idée simple, mais je vous ai dit, il y a le résultat, donc ça marche. Très bien. Et justement, l'école contribue énormément à travers vous, professeurs, mais aussi l'école aussi, l'établissement scolaire contribue énormément. Il y a beaucoup d'écoles qui, donc on trouve carrément des librairies au niveau c'est-à-dire au niveau des écoles qui incitent un peu les enfants à emprunter un livre, même chez soi, ou pendant sa pause déjeuner ou après la pause déjeuner, à lire ce livre et à le rendre. Et donc ça incite un peu la lecture. Nous, on leur demande des résumés. Un petit résumé du livre, tu auras encore un +1. Et puis, ça, je vous ai dit, ça marche sur des petites techniques. C'est des techniques qui encouragent un peu les enfants. Voilà. Exactement. On revient un peu sur l'Internet et justement l'impact de l'Internet aujourd'hui à la promotion des langues étrangères. Il y a je ne sais pas comment on les appelle, c'est des techniques ou c'est des moyens, des supports qui sont sur Internet et qui un peu aident à faire la traduction, par exemple. Bon, après, il y a Google Traduction, vous me dites, mais il y a d'autres moyens. Plus modernes. Il y a même des applications, je pense. Des applications, des fois même par voix, c'est-à-dire par voix, qui aident à faire la traduction d'un texte ou par exemple une simple conversation quand on est à l'étranger. Exactement. Ça aide, mais ça rend feignant d'un côté. C'est vrai, c'est vrai. C'est là où je veux en venir, justement, Amira. Ça aide, mais ça rend feignant, c'est-à-dire... ça ne remplace jamais, justement, l'apprentissage d'une langue étrangère. Non, maîtriser la langue est 1000 fois mieux, franchement. Selon vous, les moyens numériques, c'est bon ou pas Moitié-moitié, je dirais. Ça pour la lecture, Amira? Pour la lecture, non, pas de digital. La lecture, c'est franchement, il faut lire. On revient dans c'est un peu l'objectif de Romaïda. Lorsque j'ai posé la question tout à l'heure, je lui ai dit est-ce que la version numérique existe pour de Romaïda? Elle me dit non, on veut qu'il lise Parce que dans un premier temps, on voit que l'enfant doit quand même aller vers un support papier. Ensuite, personnellement, je lis en digital et en papier, et l'expérience est juste très différente. C'est vrai. On retient beaucoup mieux en lisant un livre en papier. L'expérience avec le livre est juste très différente. C'est vrai. Et ça, le toucher vraiment, déjà du livre, le papier. Mais aussi en se concentrant sur ce qui est écrit sur la feuille, comparé à se concentrer sur un écran, c'est très très différent comme expérience pour les yeux. Les yeux, bien sûr, c'est très mauvais. Bon, déjà, je mets des lunettes, donc c'est mauvais pour moi les écrans. Mais plus que ça, de manière générale, même si quelqu'un a une bonne vue, etc., c'est pas forcément quelque chose qui est bien de lire constamment sur son téléphone. Ensuite, en ayant un livre, genre en papier, on s'isole vraiment ce petit moment dans ce monde
et on essaie d'imaginer au maximum, alors que sur le téléphone, on reçoit une notification. Il y a une certaine interruption de la lecture. C'est vrai. Et il y a le sens cognitif aussi qui se développe chez l'enfant, notamment il touche, le toucher du papier, regarder les couleurs, c'est autre chose que sur l'écran, que ce soit tablette ou téléphone. Oui, je suis d'accord là-dessus. Je vous l'ai dit dès le début, la lecture en fait forge tout ce qui est intellectuel. Vous savez que scientifiquement connu, la lecture aide à faire travailler davantage nos neurones. Donc côté cérébral, c'est tout bénef. Moi, je les pousse au maximum pour faire la lecture parce que vous savez, il y a un non-retour parfois. Et donc nous, on essaye, autant que professeurs, on essaye de faire le maximum pour les inciter encore à la lecture pour ne pas arriver à un temps ou à un moment où il n'y aura plus de lecture du tout. Tout sera digital. Déjà, les journaux n'existent pratiquement plus. Pratiquement plus, voilà, exactement. Oui, avant, Puis la lecture, justement, chez l'enfant, justement, utilise les 5 sens. Donc, il touche, il regarde. Oui, exactement. On sent aussi le papier, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui comme conseil aux parents pour justement inciter leurs enfants à la lecture, Amira? Tout simplement leur dire que la lecture et l'apprentissage d'une langue n'est pas seulement une case dans votre bulletin scolaire. Il faut vraiment l'aider parce que ça va l'aider. Ce petit enfant va devenir adulte un autre jour, donc ça va vraiment l'aider, que ce soit dans sa vie professionnelle ou franchement, il faut les inciter, trouver des petites astuces. Je t'achète un livre, tu le finis, tu me rends le résumé, tu auras un cadeau. Vous pouvez les encourager. Facilement les encourager. Un enfant s'encourage facilement. Très bien, merci beaucoup Amira. Merci à vous. Romaïda, où est-ce qu'on peut trouver Romaïda? C'est disponible sur plus de 100 points de vente, 100 librairies. À travers le territoire national. À travers le territoire national, voilà. Ensuite, on fait la livraison jusqu'au domicile. On a aussi la livraison vers les bureaux donc les bureaux de livraison et tout. Si des personnes qui nous regardent sont intéressées, ils peuvent juste nous retrouver sur les réseaux sociaux, Romaïda. Il y a toute la liste des points de vente. Il y a vraiment sur plusieurs librairies et tout, les grandes librairies des villes. Donc, ça peut être à Alger, Constantine, les grandes villes, vraiment partout. D'accord. Et voilà, sinon ils peuvent directement commander par les réseaux sociaux. Très bien, parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce débat qui était très enrichissant en tout cas par rapport aux langues et notre langue maternelle qui est l'arabe. Merci beaucoup Amira, Sabrina, d'être parmi nous cet après-midi. On revient justement de la langue à cette pause musicale et on revient juste après. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكنها دار لابسها الزين ولابساتو ديما ومن غير هالزين لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هالزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غلط من دونو تغدا مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بينة الجفار في النهار رسوم شفايف وما حنو وتقول صوت حنين محنان ويقول الصوت هذا حنين ما حن عليه خلاني حارف الحنين كي تقار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار وين يمشي زين تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هالزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا غدت من دونو تغدا مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من بيلة الجفار في النهار مرسوم شفايف وما حلو تقول صوت حنين محنان ويقال صوتها الحنين ما حن عليا
خلاني حارف حنينك كيقهر وضياها في الليل كيقمر في ليلو نهار في نهار الشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار وادروني كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار. Après cette pause musicale justement et après le premier plateau, on s'est intéressé aux langues étrangères et à leur apprentissage. On s'intéresse en deuxième partie de cette émission justement à la poésie avec notre ami chroniqueur Fateh Boumehdi, bonjour. Bonjour Hasna. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Toujours accompagné avec Madame Halima Abdat, qui est donc poétesse et aussi enseignante. Oui, enseignante à l'université d'Alger. Madame, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Monsieur Fateh Boumehdi. Oui. Merci à vous. Donc Halima Abdat, comme on l'a dit, elle écrit et elle écrit des poèmes. Oui. Donc elle explore à travers ses œuvres. Donc elle en a 4. Colère, qu'êtes-vous devenu, paru en 2019. Puisque tu es la mer en 2021. Telle une chair tatouée en 2023. Et son dernier, donc Ma main et poignée de valise, paru aux éditions ANEP en 2025. Donc vous explorez l'émotion, l'existence, la mémoire et les grandes questions humaines. Pourquoi ? Vous savez, c'est souvent pas des choix, hein, c'est des choix qui s'imposent à nous. C'est-à-dire, on est déjà intellectuellement constitué, émotionnellement constitué, philosophiquement constitué. Et c'est aussi d'après nos lectures, parce que écrire, c'est toujours lire et lire avec ses tripes du fin fond de soi. À un certain moment, on se retrouve à écrire avec une plume un peu virtuelle, jusqu'au jour où on prend cette page pour y inscrire des choses. Et il se trouve que j'ai été nourrie de lectures durant ma scolarité à l'époque et à l'adolescence, d'écritures comme celle-là qui s'intéressent au tréfonds de l'âme humaine, et j'allais dire de l'humanité. Quand je dis humaine, je ne dis pas celle qui est circonscrite uniquement à chez nous, mais de l'âme en tant qu'humanité. Voilà. Et donc au-delà de la surface des choses, de ce que nous pouvons tous présenter dans nos vies respectives, qu'elles soient nos vies de famille ou nos vies de professionnels, nos vies de voisins, de collègues, au-delà de ces surfaces que nous pouvons présenter, qu'y a-t-il réellement en nous ? Qu'y a-t-il ? Et ça reste une quête philosophique, pour moi en tout cas, très très importante, parce qu'elle est souvent construite sur des paradoxes. Nous sommes par essence des êtres paradoxaux. Et donc c'est pas parce qu'on présente quelque chose. D'ailleurs, on a différents visages. Hein, je veux dire, par exemple, quand on est en famille, on n'est pas ces mêmes personnes qui allons travailler. C'est vrai. On n'est pas les mêmes personnes qu'on est avec les amis. On n'est pas, et déjà, c'est de différents visages qu'on montre comme ça à la surface des choses. Mais qu'en est-il de nos profondeurs ? C'est ce que j'essaye vainement d'explorer. Et j'espère ne jamais en voir le bout. Parce que c'est passionnant. C'est vrai, c'est beau de parler de poésie en après-midi, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. Alors, justement, vous êtes beaucoup dans la spiritualité. Ça nous pousse un peu à réfléchir, madame. Ah oui, beaucoup, j'espère bien, parce qu'il y a quand même une idée reçue chez les gens
comme quoi la littérature, le cinéma, la poésie surtout, est plus un divertissement qu'un... Alors il se trouve que c'est pas aussi vrai que ça. Donc tout ce qui relève de l'art, voilà, mais je parle en ce qui me concerne de la poésie, je peux parler de la peinture, je peux parler du dessin, de la photo. C'est vraiment des expressions qui vraiment donnent le vrai diagnostic dans lequel sont nos sociétés, dans l'humanité dans laquelle on évolue. C'est-à-dire si on devait faire un état des lieux, moi je pense humblement que c'est par le biais des artistes, des écrivains, des poètes, parce qu'ils essayent autant se faire que peu d'explorer, d'avoir un miroir qui ne soit pas déformant, contrairement peut-être à des rapports qu'on peut faire sur telle ou telle institution. Vous avez vu, moi, quand j'écris, c'est tout à fait une exploration sans limite, sans tabou. Dire, quand je parle, par exemple, de... mon premier recueil s'appelle « Colère, qu'êtes-vous devenu ?» où j'explore derrière ce mot « colère », où j'ai englobé plein de choses. Dans les colères, il y a le ressentiment, il y a le deuil, il y a les tourments, il y a la jalousie, il y a toutes ces choses qui nous habitent en tant qu'être humain, et je n'ai pas peur de le dire. Ma question, c'est d'explorer ces choses-là et me demander surtout à ceux qui me feront l'honneur de me lire, qu'est-ce que vous en faites dans la vie? Immanquablement, nécessairement, on doit les convertir en quelque chose. Le deuil doit être converti, parce que s'il n'est pas converti, il finit par nous abîmer nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Donc, justement, lors de votre dernier recueil, on voit Fatah, on montre à la caméra juste l'image de la valise. Voilà. Est-ce que c'est simplement une image ou c'est un souvenir? C'est quoi? Non, ou une émotion carrément Oui, cette couverture a été conçue en fait comme une affiche de cinéma. D'accord. C'est-à-dire qui répond à 3 critères fondamentaux, c'est-à-dire un dépouillement, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, vous la voyez? Oui, c'est en train parce que moi j'ai pas... Donc elle est vraiment dépouillée, voilà, c'est-à-dire il y a une atmosphère. Ici, une atmosphère de nostalgie, et puis elle est facilement lisible, parce qu'il y a très peu de choses qui l'ornent. Elle est ornée, il y a une femme, un individu, on va dire, une personne avec une valise. Donc très peu d'éléments. Et donc une lisibilité, une accroche. Une accroche parce qu'elle est un peu surprenante, cette affiche. Parce que habituellement, dans les recueils de poésie, même les précédents, les miens, ils sont souvent illustrés par des peintures abstraites. La poésie étant elle-même, par essence, beaucoup dans l'abstraction, on écrit beaucoup de choses abstraites, mais j'ai voulu, avec mon éditeur, cette fois-ci, innover dans l'illustration de mon recueil, parce qu'en fait, une illustration, c'est c'est comme disait Victor Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface. Il n'y a pas de surface, le fond et la surface, c'est la même chose. Justement, on voit vos mains sur la valise rouge. Que signifie justement cette Alors, ça veut dire que c'est un objet précieux. D'accord. Donc, on le garde avec les mains. Et très intime, oui. Je peux avoir les recueils. Et c'est aussi ma main qui écrit. On est en train de les voir, très bien. Voilà, oui. Et c'est aussi ma main qui écrit. Tiens, Fatah. D'ailleurs, à la fin au cours de l'écriture, j'allais dire, j'ai fini par faire corps avec cette valise. Elle a fini par être un prolongement de moi-même. Ça m'a pris quand même 2 ans pour l'écrire, ce recueil. Quand même, oui. Oui, mine de rien, parce que derrière, il y a beaucoup de travail, il ne faut pas croire. On a parlé de philosophie surtout tout à l'heure, et je crois que sans outils philosophiques, on ne peut pas réellement écrire en profondeur. Donc j'essaye de rester un peu sur mes acquis de la philosophie. Et justement, ce n'est pas fortuit que Fatah aujourd'hui s'est intéressé à ces derniers recueils. Justement, là, on va parler un petit peu du côté technique. Donc votre écriture mêle parfois prose et vers libre.
Comment décidez-vous de la forme que prendra un poème? Eh ben, bon, je vous dis la vérité, en fait, j'en décide pas. C'est la forme qui s'impose à moi. C'est-à-dire que, en fait, c'est la texture d'un poème, d'un écrit, ses sonorités, ses sons, son rythme se font parfois en prose et parfois en poésie. Donc, on ne peut à la fin, je ne peux à la fin, en fait, que m'incliner devant ce choix qui m'est imposé. Sinon, si on décide de faire autrement, ça finit par être, j'allais dire, une feuille blanche comme un linceul où on aurait un texte avorté. Voilà, Bien. vraiment. Hein, Et comment est né ce projet? Comment est né ce projet? C'est un titre assez intriguant aussi. Oui, le titre est très intriguant. Enfin, j'ai commencé à vous donner l'explication pour le titre parce que vraiment, c'était un lien très très fort, l'écriture de cet objet en fait. Parce que en fait, ma première réflexion était sur le rôle dans nos vies de ces objets qui nous entourent. Nous avons tous, comme nous sommes, des objets dans nos maisons qui nous entourent, qui sont là, muets, inertes, inanimés. Et qui pourtant, je me rends compte de plus en plus que c'est des objets qui peuvent raconter de nos vies. Comme disait, je crois que c'était Lamartine qui disait « Objet inanimé, avez-vous une âme qui s'attache à notre âme à la force de l'amour ». Et là, on va parler d'âme et surtout de l'âme d'Alger, de la ville d'Alger. Alger, c'est quoi pour vous? Est-ce que ça vous hante? Oui, Alger, moi je suis arrivée à Alger pour faire mes études, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et j'ai découvert un univers qui était... Moi je suis une fille de la montagne, je viens des Aurès. C'était différent. Et donc je suis arrivée à Alger comme une touriste. C'est-à-dire où je passais beaucoup de temps à regarder, à visiter. Et bien sûr, Alger m'a habité, m'a adopté, m'a ouvert les bras. La mer, le front de mer, etc. À telle enseigne que maintenant, même avec Alger, j'ai l'impression d'être habitée aussi par Alger et par la poésie aussi. Vous écrivez aussi sur la noble cause palestinienne. Oui, alors sur la Palestine, j'ai déjà dans mon recueil précédent, Telle une chair tatouée, qui est sorti pourtant avant le 7 octobre, donc qui n'a rien à voir avec les événements d'octobre. J'ai consacré à la Palestine 3 textes. Parce que, effectivement, puisque mon sujet, c'était Telle une chair tatouée, en fait, je parle de ces choses qui nous habitent, qui nous hantent à telle enseigne, qui sont comme des tatouages sur nos chairs. C'est-à-dire, presque, c'est devenu des éléments de notre génétique. Donc, j'y parle de la Palestine. D'ailleurs, c'est des poèmes qui ont beaucoup circulé, qui ont même été publiés ailleurs et dans celui-ci, effectivement aussi, j'aborde la thématique, et pas que, dire tout ce qui relève de la... Puisque j'ai fini par centrer mon travail sur l'objet valise, parce qu'il m'a semblé à un certain moment au fil du travail que c'était l'objet le plus parlant de l'eau, à telle enseigne que je l'ai comparé dans mon préambule à un biographe. Notre valise, c'est le biographe de nos émotions, de ce que nous transportons avec nous. Par exemple, les gens qui vont en exil et qui doivent partir avec une valise, que peuvent-ils prendre avec eux? Automatiquement, ils font un choix, des choix très difficiles, parfois des dilemmes cornéliens, parce que s'ils doivent laisser un bout de leur mère, un bout de leur père, un bout de... Vous voyez, donc ces choix qu'on opère, aussi douloureux soient-ils, sont des choix qui parlent
énormément de nous. Justement, même le titre, ça nous incite à réfléchir. Ma main est poignée de valises. Oui, j'aime bien. On marque un moment d'arrêt pour réfléchir un peu. Ben, j'espère quand même, parce que je me dis, je vous disais que je ne considère pas la littérature, la peinture comme étant relevant uniquement du domaine du divertissement. Oui, on peut se divertir, mais c'est fondamentalement des choses qui renseignent énormément sur nos sociétés, sur ce que nous sommes, et en plus sans tabou, particulièrement en poésie, parce que nous avons cette possibilité en fait de contourner les choses, de dire les choses tout à fait évidentes, de les dire autrement. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Fatah, merci pour le choix de Madame Halima Abdet. C'était un plaisir de l'avoir avec nous cet après-midi et c'est toujours un plaisir de te revoir. Merci beaucoup, Hasna. Et ça serait bien que Madame Halima Abdet nous lise un petit peu. Oui, avant. J'ai choisi Les Petits Riens. Ah, Les Petits Riens, oui. Elle met ses yeux, comme on dit. Les Petits Riens, vous aimez bien, oui. Pas toujours ces petits riens qui sont là et qui... Alors, l'essentiel se fait désirer, mériter, se masque, se travestit, joue au puzzle, au rébus, à cache-cache, habile à dénicher d'ingénieuses caches au cœur des petits riens que le néant aveugle avale. Un jour quelconque, un être ordinaire, un geste banal, un mot insignifiant, un petit truc, un rien d'eux. Et la vie reprend vie, retrouve voix, recouvre vue, recouvre voix. Halima Abdet, merci beaucoup. Merci Fatah. On se voit la semaine prochaine. Halima Abdet, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous cet après-midi. C'est déjà la fin de cette émission. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous et restez branchés sur les programmes de Canal Algérie. Au revoir. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي اللبسه ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها